Bonsoir. J'ai la joie de vous accueillir ce soir et de présenter ce dialogue, cette discussion. Alors, je ne présenterai pas Michel Perrault, je ne présenterai pas Michel Vinogre. D'abord parce que soit je serai trop court, soit je serai trop long, et dans les deux cas, ce serait ridicule. Donc, je dirais juste, je vous présente ces deux grands historiens. Voilà. Et je vous dirai un mot, en revanche, de celui qui vous parle, qui est l'éditeur du texte qui nous réunit et qui va être le centre de cette discussion. L'éditeur avec ma femme, Isabelle. Michel, on a commencé à publier ça il y a 7 ans, 8 ans. Donc ça, c'est le 3e volume du journal de Michel Vinogre. Je passe les détails, mais c'est une entreprise assez gigantesque. Je ne sais pas jusqu'à combien de volumes on ira. Au moins 6. Ça dépend de mon espérance de vie. Oui, mais si tu vas jusqu'à 120 ans, on est quand même très mal parti. Ou très bien parti, plutôt. Donc voilà, c'est un flux textuel tout à fait extraordinaire au début du XXIe siècle. Je pense, sans trop m'avancer, qu'il n'y a rien d'équivalent au journal de Michel Vinogre aujourd'hui dans le domaine de ce que Michel appellerait une archive à la fois intime et extime. Je dirais juste, pour introduire plus précisément les choses, que le premier volume donc était sur la République gaullienne, partait de 58. Le deuxième, c'était sur les années Mitterrand, le septennat. Et ce 3e volume commence en 96 et finit en 2002, donc il ouvre le XXIe siècle. Pour l'introduire, et après je passerai tout de suite la parole à Michel, je vais vous lire quelques lignes. Alors, pour vous donner une sorte d'avant-goût, un apéritif un petit peu. Parce que bon, dans le journal de Michel, il y a 3 fils. Il y a un fil littéraire qui touche à sa vie d'éditeur, d'écrivain. Il y a un fil politique qui touche à sa vie de citoyen, d'homme de la cité. Et il y a un fil savant, universitaire, d'historien, de chercheur. Donc j'ai trouvé un texte qui tient les 3 et qui est très court. Je vais vous le lire. Alors attention, voilà mon petit papillon. Mardi 13 décembre. On est en 2000. Séminaire de la SIAD. Je traduis. Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus. Rue Malher. Pour écouter et discuter l'ouvrage d'Armand Israël sur l'affaire Dreyfus. L'auteur, un amateur passionné, complètement ignorant de la méthode historique, est un personnage flaubertien, de race pure. Chirurgien, dentiste, livré à son violon dingue, il croit détenir la vérité définitive sur l'affaire et se fâche avec véhémence contre les universitaires de la SIAD qui ont traîné son ouvrage dans la boue. Pendant 2 heures, nous assistons à un affrontement hilarant entre le dentiste, flanqué de son éditeur Bourdelle, de chez Albin, et des universitaires décidés à l'exécuter. Grands mots, fou rire, basse polémique, prise de bec et effet de manche, on se croirait dans un film d'avant-guerre où aux assises, Michel Simon et Jules Berry s'entre-déchirent devant un public en joie. Au bout d'1 heure et demie, j'interviens pour faire le point et engager Israël, dont l'épouse tente régulièrement d'apaiser l'ire, tandis que sa fille baille aux corneilles, à résumer sa thèse. J'obtiens un quart d'heure de calme, avant le brouhaha final. Convenons-en, l'auteur n'a pas eu, au cours de cette soirée, le monopole de la bêtise. Voilà. Voilà un petit peu qui vous donnera, disons-le là, le goût, la saveur de ce texte, de ce journal qui est une merveille. Oui, ça marche. Tout marche. Eh bien, merci beaucoup d'abord de
cette occasion de parler du livre, du journal de Michel, qui est un document exceptionnel. Vous avez dit que c'était unique. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, j'en connais pas d'autres, en tout cas moi, d'historiens qui aient ainsi tenu leur journal. Et l'extrait que vous avez lu montre aussi la distance de Michel. C'est ça qui fait le prix de ce journal. C'est que il se prend peut-être au sérieux, Michel, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas pas dans le ton. Le ton est détaché, distant et drôle, en définitive. Donc on a un très grand plaisir à lire ce journal et envie, évidemment, d'avoir la suite. Puisque vous êtes l'éditeur, je fais le vœu que vous continuiez. Voilà. Mais ça, on le dira après. Alors, comme c'est Michel qu'on a envie d'entendre ce soir, je voudrais lui poser différentes questions, mais la toute première, c'est: vous écrivez, Michel, votre journal presque quotidien, pas tout à fait, mais guère de moins, depuis, je crois, l'âge de 16 ans, il me semble. Alors, pourquoi avez-vous fait ça? Alors, est-ce que c'était peut-être au départ un geste d'adolescent? 16 ans, c'est quand même bien jeune. Mais vous l'avez continué toute votre vie. Alors, pourquoi à l'origine? Est-ce que par moment vous avez eu envie d'arrêter? Et quel sentiment intellectuel vous avez vis-à-vis de ce journal? Est-ce que vous l'avez relu pour le publier? Est-ce que vous avez donné l'intégralité ou est-ce que vous avez fait des coupures, ce qui serait tout à fait raisonnable et compréhensible? Au fond, ce document d'archives, car c'est une véritable archive historique, qu'est-ce que ça représente dans votre travail et dans votre existence? Merci Thierry, merci Michel. Michel, vous m'avez posé plusieurs questions. Alors, je reprends la première. Pourquoi j'ai commencé à écrire ce journal? Et je répondrai par mimétisme. Pourquoi? Parce que mon frère Marcel, 16 ans de plus que moi, lui c'est l'aîné, moi c'est le Benjamin, est mort en octobre 1944 et a laissé derrière lui non seulement des centaines de poèmes, de la littérature, disons, mais un journal. Un journal de 1939 à 1944, vous vous rendez compte? Il est mort à 22 ans. Donc, de 18 à 22 ans, il a tenu ce journal. Ce journal, je l'ai lu vers 14-15 ans, effectivement, et ça m'a donné l'envie d'en faire autant, parce que je trouvais ça tellement intéressant. Je ne crois pas que les Français en général apprécient ce genre, beaucoup plus les Anglo-Saxons. Mais en tout cas, personnellement, moi j'adore les journaux intimes, et j'essaierai de m'expliquer aussi là-dessus. Pourquoi je prise ce genre. Bon, mais au départ, voilà, j'ai 4 cahiers, 4 ânes. Alors, c'était vraiment un journal intime parce que mon frère était en difficulté avec son père, en conflit avec son père, et puis il devient malade, tuberculeux, et c'est aussi son agonie. Il vit un amour avec une jeune fille, une jeune femme, il y a des aspects véritablement terribles qui font aussi le prix de ce texte. Bon, en tout cas, j'ai ce journal, et plus tard, il m'inspirera un livre que j'ai appelé Jeanne et les siens, qui est l'histoire de ma famille, et j'ai réservé un chapitre à mon frère, que j'ai intitulé « Le livre de mon frère », en reproduisant une partie de son journal de 1944. Donc voilà la première impulsion, influence.
Et puis, au fur et à mesure que j'ai rédigé tout cela, et que je suis devenu professionnel d'histoire, je me suis dit à quoi ça sert cela. Et effectivement, le mot d'archive m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, sur un double registre, que cela pouvait intéresser des gens qui s'intéressent à l'histoire de ces périodes successives, aux historiens futurs, etc. Bon, mais à mes propres yeux, c'était important de consigner régulièrement ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je pensais, etc. Parce que notre mémoire, en général, est une mémoire trouée, reconstruite, et c'est pourquoi je n'apprécie pas trop les autobiographies ou les mémoires qui, même avec la meilleure volonté, la plus grande franchise, échappent souvent à la vérité, parce que la mémoire est une machine à reconstruire, à défaire, à refaire, etc. Alors que le journal, quand vous écrivez tous les jours, ou presque tous les jours, ce que vous voyez, etc., c'est tout autre chose. Il y a, si vous voulez, bon, moi j'appellerais ça l'archive de l'évanescent, du fugitif, de ce que l'on ne retient pas plus tard, et qui est là pour nous dire « j'ai vécu ça, j'ai pensé cela ». Donc, à mes propres yeux, si vous voulez, ma vie est aussi dans ce journal. Alors la deuxième question, c'était quoi déjà? J'ai peut-être répondu au passage. Pas tout à fait, oui, si, en grande partie, mais est-ce que vous avez, parce que c'est pas vraiment un journal intime, hein. Vous êtes une extrême pudeur, bon, et je trouve ça très bien, et c'est plutôt un journal dans la vie politique, professionnelle, éditoriale, etc. Est-ce que vous avez fait un choix de publication, ou est-ce que vous écrivez aussi un journal intime? Au départ, c'est un journal intime, parce que à quoi ça sert d'écrire un journal quand on a 17, 18 ans? C'est pour faire le point sur soi-même, c'est parfois pour se consoler, c'est parfois pour se venger contre ceux qui nous ont fait du mal, etc. Donc c'est intime. Mais lorsque la publication qui a été désirée et voulue par Thierry, je me suis dit, je ne peux pas raconter ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, etc. Vous savez, Flaubert avait là-dessus un point de vue catégorique, n'est-ce pas, en disant il faut laisser tout ça dans l'arrière-boutique. Non pas que ce ne soit pas important, mais pour le public en général, non. L'arrière-boutique, voilà. Alors j'ai effectivement émondé et laissé dans... Alors il y a un peu d'intimité, mais voilà, la réponse est nette. J'ai écrit un journal total, aussi bien intime qu'extime. Du reste, on aurait pu appeler ça... Oui, alors on a appelé ça au début, avec Thierry, journal politique. C'était réducteur. Mais je voulais politique pour bien prévenir. Je ne raconte pas mes histoires sentimentales, etc. Et puis, pour le troisième tome, on s'est dit, oui, mais politique, c'est trop réducteur, parce qu'il y a quand même autre chose. Et du coup, le sous-titre, c'est journal, tout simplement. Alors, question encore sur le journal et vos choix. Est-ce que vous avez supprimé des vacheries? Parce que, dans l'ensemble, à la fois, vous dites ce que vous pensez. Hein. Il y a des trucs que vous critiquez absolument, des gens que vous trouvez lamentables, etc. Enfin, vous n'êtes pas méchant. Hein, vous n'êtes pas méchant. Et est-ce que vous vous êtes posé la question en publiant ça quand même, il ne faudrait pas que... Oui. Ben oui, parce que il y a quand même des gens qui sont vivants, qui existent toujours.
Et parfois c'est un problème. On se fait des ennemis, hein, on se fait des... Mais je ne crois pas être méchant, je ne crois pas. Mais je suis moqueur. Et notamment, il y a un thème, il m'amuse de m'en moquer, c'est le thème des honneurs de l'Académie, de la Légion d'honneur, toutes ces choses qui me font rire. Et, ben oui, mais si je dis qu'un tel a l'idée d'entrer à l'Académie, il ne pense qu'à ça, évidemment, si je le vois, il va me tomber dessus en me disant que t'es un vrai salaud, etc. Oui, il y a ce risque, que voulez-vous, mais je crois être plus moqueur que méchant. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Bon, tout à fait d'accord. Ça me rassure. Tout à fait d'accord, mais il faut quand même dire au public que malgré tout, vous n'avez pas, j'imagine, tout censuré, tout élagué, qu'il reste une bonne dose de vitalité, de critique, et tant mieux. Tant mieux. Autrement, ce serait évidemment pas drôle et on vous en sait beaucoup de gré. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce journal, je voudrais dire que le fait que vous ayez du recul et la capacité d'analyser les événements politiques fait que ce journal, écrit, on vient de le dire, entre 1996 et 2002, donc ça fait quand même 20 ans, hein, rend un son extraordinairement actuel. Ça, on va probablement en reparler. Pourquoi ? Parce que ce qui vous intéresse, c'est quand même ça. Hein. C'est la politique, aussi bien dans le domaine de la recherche, puisque vous êtes un écrivain, historien du politique, que dans le domaine de votre vie. Hein. Et par conséquent, il y a 2 ou 3 choses qui sont là, qui sont la montée du lepénisme. Hein. Alors ça, véritablement, on le trouve au début du journal en 96, et vous suivez pas à pas la montée du lepénisme. Bon, et quand on referme le journal, on se dit, oui, hein, il avait vu ça. Et il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est tout ce que vous dites sur la guerre du Kosovo. Je pense que tout ce que vous dites sur la guerre du Kosovo, avec ses enjeux européens, avec la personne de Milosevic, avec déjà l'apparition de Poutine, hein, vous dites quelque part, voilà, pour succéder à Eltsine, voilà un type du KGB. Qu'est-ce que ça nous promet ? Vous dites à peu près ça textuellement. Hein. Merci pour votre lucidité, parce que nous retrouvons aujourd'hui ces problèmes qui se sont posés à propos de la guerre du Kosovo. On y reviendra peut-être. Donc, voilà, ce journal qui date d'une 20aine d'années rend un son très actuel, et évidemment, on pourrait se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a là des permanences ou des répétitions ? Je ne sais pas. Alors, maintenant, quelques questions de plus détail. Il y a plein de choses dans votre livre, on ne va pas parler de tout. Il y a vous, bien sûr. Et je dois vous dire que vous me stupéfiez. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment vous arrivez à faire tout ce que vous faites. Ça, c'est incroyable. Alors, il y a les cours à Sciences Po. Dans le journal, c'est un peu la fin. Vous êtes en train de prendre votre retraite, mais enfin, il y a les derniers cours dans l'amphiboutmie, il y a les rapports avec Raymond, que vous aimez tant, à juste titre, les rapports avec les collègues, Azéma, Bernstein et quantité d'autres. Il y a toute cette vie d'enseignement, et il semble que vous y ayez pris beaucoup de plaisir. Peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Beaucoup de plaisir à relater cette partie de ma vie. C'est ça ? Donc oui, c'est ça. Oui, en même temps. Ah oui, j'ai toujours aimé enseigner, ça c'est vrai. J'ai pris ma retraite anticipée parce que, quand même, à 64 ans, j'étais encore loin, n'est-ce pas, des normes d'aujourd'hui. Mais c'était pour des raisons de malentendu, c'est pas le mot, de conflit
avec le nouveau directeur, Richard Descoings, qui me semblait être en train de détruire ce que Sciences Po avait été. D'abord, il avait supprimé, je dirais, ou l'avait, comment dire, sans être violent, parce que j'éprouvais beaucoup de rancune. J'ai éprouvé de la rancune contre ce qu'il avait fait avec l'histoire des idées politiques, qu'il a massacré, la culture générale, etc. Et sur beaucoup de points, j'étais en désaccord, et je le relate, ça. Je le relate, bon, avec une certaine précision au moment d'une thèse en particulier qui avait été rejetée, bon, etc., etc. Alors, à part cet aspect négatif, j'ai toujours eu un grand plaisir d'enseigner au lycée, ensuite à l'université de Vincennes, malgré des conditions absolument extraordinaires et pas toujours plaisantes, et ensuite à Sciences Po. Et avec des publics très différents du reste. Oui, ça a été une des passions de ma vie. Et j'ajoute que enseigner, c'était aussi une vocation pédagogique. J'ai eu cette volonté de faire connaître les travaux qui sont importants, de faire connaître l'histoire, la littérature, etc. Et plus tard, ce souci pédagogique ou cette passion pédagogique, je l'ai concrétisé dans des collections d'histoire aux éditions du Seuil, en créant la revue L'Histoire, le mensuel L'Histoire, qui existe toujours, avec cette idée que l'histoire des historiens devait être connue du grand public. Je dis des historiens parce que quand on a lancé l'histoire était tenue quand même dans l'édition en général et dans les revues, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait Historia pour ne pas la citer, c'était avant tout des écrivains, des journalistes, etc., qui faisaient l'histoire du grand public. Donc avec ce souci que j'avais, avec ce souci de répandre, de diffuser l'histoire, il fallait une grande revue de vulgarisation, mais de haute vulgarisation, c'est-à-dire écrite par les historiens eux-mêmes, ce qui ne va pas de soi. Parce qu'en général, quand on est spécialiste, expert, on écrit pour ses pairs, et on n'écrit pas pour le grand public. Donc ça a été une aventure formidable qui continue, et c'était répondre à votre question, par conséquent, oui, j'ai eu vraiment la passion d'enseigner, c'est vrai. Oui, et vous avez parfaitement réussi ce que vous vouliez, parce que l'histoire, la revue L'Histoire, dont vous parlez beaucoup, hein, vous en parlez à la fois comme un projet intellectuel de vulgarisation de haut niveau, et aussi pour le groupe. Vous aimez beaucoup l'équipe de l'Histoire, vous avez trouvé beaucoup de satisfaction dans les réunions, souvent vous en parlez avec cordialité, le sentiment que, oui, c'était un bon moment. Et c'est bien, parce que souvent, dans la vie universitaire, c'est pas marrant, et puis il y a des conflits, etc. C'est pas du tout le cas. Là, on a vraiment l'impression de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors, deuxième question que je voulais vous poser, quant à vous, bien sûr, c'est, vous avez été un éditeur. Voilà. En effet, vous avez accordé, vous venez de répondre en partie, beaucoup d'importance à l'édition, d'où votre engagement de longue durée aux éditions du Seuil, avec les grandes collections, etc. Moi-même, j'ai été invité par vous, grâce à vous, à participer à l'histoire de la vie privée. Et bon, c'était un moment tout à fait important aussi pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre vie d'éditeur?
bon, malgré tout, à un moment donné, vers la fin du livre, vous dites, il y a une fête en votre honneur, là, au Seuil, vous dites que c'est bien loin, hein, ça fait quand même 30 ans que vous vous dévouez pour ces collections à la maison d'édition, et vous dites, je me retire sur la pointe des pieds. Voilà. Alors je voudrais savoir, pendant ces presque 30 années d'édition, est-ce que vous avez vu le monde de l'édition changer, notamment dans nos disciplines? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles leçons vous tirez de cette expérience-là? Alors tout d'abord, je suis entré au Seuil pour m'occuper d'une collection qui était très déclinante parce que personne s'en occupait. Ça s'appelait Le Temps qui court, une petite collection de poches illustrées, où il y avait de très très bons ouvrages comme Les intellectuels au Moyen-Âge de Jacques Le Goff, etc. C'est pour cela que Paul Flamand m'a appelé au Seuil sur la recommandation de deux éditeurs qui étaient déjà là, qui étaient Paul-André Le Sort, le romancier, et Jacques Julliard, qui était mon collègue à Vincennes. Très rapidement, j'ai compris qu'on pouvait faire mieux que cela, puisque le Seuil, à ce moment-là, lançait sa collection de poches, point. Et la particularité à ce moment-là, c'était non pas de diffuser des romans en poche, mais des sciences humaines et des sciences sociales. Et j'ai proposé de faire une sous-section, point, histoire. Et avec comme public visé, évidemment, les étudiants. Cette collection était faite avant tout pour les étudiants, puisque je peux dire, j'en ai eu des témoignages, mais il y a un moment donné où cette collection était, comme on dit, incontournable pour les cagneux, les hippocagneux, les étudiants en histoire et en droit, enfin, etc. Et puis, je ne pouvais pas mettre tous les livres en poche, même si j'ai eu le désir de mettre des inédits, puisque le poche, en général, c'était fait pour reprendre des livres déjà publiés. Donc j'ai mis beaucoup d'inédits. Et j'avais un modèle pour cela, un modèle, ou un président, plus exactement, c'était Pierre Nora, qui avait créé la collection Archives. Et très ambitieuse, puisque il y avait dans chaque volume beaucoup de textes originaux d'archives. J'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu faire vraiment de l'histoire de grande vulgarisation pour les étudiants, et ça a marché. Alors ça existe toujours, mais enfin, pendant 20 ans, j'ai connu un âge d'or, avec des tirages, imaginez-vous, parfois, qui dépassaient 100 000, 200 000 exemplaires. Donc, ça a été une de mes satisfactions, si vous voulez, dans ce métier. Mais évidemment, on ne pouvait pas tout mettre en poche. Donc, lorsque, par exemple, le manuscrit de Paul Venn est arrivé, qui était un livre absolument extraordinaire, mais un ouvrage d'épistémologie historique, je ne le voyais pas en poche directement. Donc, nous l'avons publié avec Julliard, puisqu'on a créé tous les deux une collection qui est une collection des livres grand format, qu'on a appelé Univers historique. Et Venn, le livre de Venn, a été le numéro 2 ou 3 de cette collection. Mais ce qui montre bien, pour répondre à votre question, la vivacité quand même de cette époque, des années 80-90, c'est qu'on a repris en poche justement ce même livre, et que ça a marché très très bien. Donc il y a eu, pour moi, c'est un peu triste d'y penser, un âge d'or de l'édition d'histoire, les années 70, surtout 80 et 90. Là, on n'en est plus là, malheureusement, parce qu'il y a toute la concurrence des médias, et que nous savons, par exemple, que les étudiants lisent de moins en moins, et surtout achètent de moins en moins de livres.
Et pour vous montrer la place des historiens à cette époque, c'est que dans les années 80, par conséquent, je crois, j'avais fait une table ronde avec Pierre Chenu, je me souviens, Chenu, et on réfléchissait en public sur le rôle actuel dans la cité de l'historien, et je me faisais cette réflexion que 10 ans, 20 ans, 30 ans auparavant, qui avait un rôle d'intellectuel, c'était le philosophe. Et même avant, au temps de Gide, c'était l'écrivain. Il y a eu l'écrivain, le grand écrivain, comme dit Foucault, le grand écrivain. Ensuite, le philosophe. Eh bien, dans les années 80, les historiens étaient sollicités par les médias, par les festivals, il y en avait partout, ils avaient leur mot à dire, on voulait savoir ce qu'ils pensaient de l'actualité. Bref, il y a eu ce moment-là, mais qui correspondait à la diffusion considérable des livres. Et c'est du reste pourquoi la revue L'Histoire a été créée en 1978, vous voyez, en plein âge d'or des livres d'histoire. Eh bien, quand je revois ça de loin, je ne peux que remarquer du déclin, et que si j'ai parlé d'âge d'or, c'est que ce qui a suivi, c'était le déclin de l'histoire, non pas dans le goût, je ne crois pas que dans le goût, dans le désir des gens, l'histoire a brusquement été remplacée par je ne sais quoi, mais parce que la diffusion, oui, du livre, des revues, etc., est aujourd'hui sans comparaison avec ce que j'ai pu connaître, cette espèce de merveille de ces années-là. Oui, on va y revenir d'ailleurs à propos de vos propres livres, puisque dans ces 4 années ou 5 années que recouvre le journal, vous écrivez 2 de vos livres majeurs, hein, Le siècle des intellectuels, Les voies de la liberté. Je me trompe peut-être un petit peu sur les titres. Mais auparavant, là vous êtes un témoin de cet âge d'or, comme vous dites, de l'édition historique. Vous êtes aussi un témoin de la vie intellectuelle de cette époque-là. Et là, on a l'impression que vous êtes parfois plus réticent, enfin tout au moins, tout ne vous convient pas. Les grands noms de l'époque, c'est Pierre Bourdieu, que vous n'aimez pas du tout, vous allez nous en reparler, vous allez nous dire pourquoi. Michel Foucault, que probablement vous mésestimez un peu, et d'ailleurs vous dites que, en définitive, oui, quand même, c'était important, et quelques autres. Alors, je voudrais vous demander, parce que vous y revenez quand même beaucoup là, sur ces choses-là, et notamment sur Bourdieu. J'aimerais que vous disiez comment, sur le plan intellectuel, vous avez vécu cela, et également vos rapports, d'un côté, avec l'école des hautes études. Par exemple, vous aimez beaucoup François Furet, que vous regrettez de ne pas avoir connu davantage, mais il meurt pendant cette période. Vous écrivez d'ailleurs à sa veuve une lettre extraordinaire, où vous expliquez combien vous auriez voulu parler avec lui. Quels étaient vos rapports avec l'école des hautes études? Et puis, d'autre part, avec l'université. Il me semble que vous faites des complexes quelquefois, et je ne les comprends pas. Vous dites, les collègues, ils me trouvent trop, comment vous dites, répandu, enfin, etc. Il me semble que, de temps en temps, vous avez des problèmes de ce côté-là qu'aujourd'hui, je ne comprends plus du tout. Voilà, toute une série de questions. Michel Vinocq parmi les intellectuels, etc. Alors, je reviens sur Foucault et Bourdieu. Foucault, je sais que vous avez une grande admiration pour Foucault, et du reste, nous avons publié un livre sur les prisons au Seuil, dont je me suis occupé, et je sais quelle est là, évidemment, l'importance de Foucault dans notre vie intellectuelle, c'est évident. Mais, d'un strict point de vue politique, je ne lui ai jamais pardonné son enthousiasme pour la révolution des mollahs en Iran. Alors ça, vraiment, ça montrait qu'il a, pour moi, c'était mon métier un peu de faire de l'analyse politique, de l'histoire politique.
Je trouvais qu'il n'est pas bon en politique, il n'est pas bon. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Mais de Foucault, j'ai tiré une idée, ça va me permettre de faire la transition avec Bourdieu, quand il parlait des intellectuels. Que disait-il ? Il fut un temps où l'intellectuel, c'était le grand écrivain. J'y ai fait allusion tout à l'heure. C'est fini. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons écrivains, mais ça veut dire que l'écrivain qui était une sorte de maître, de modèle, de maître à penser, pas seulement dans sa discipline, mais sur les choses de la cité, sur la politique, etc., qui savait tout, qui parlait de tout, terminé. Et du reste, à ce propos, j'ai toujours apprécié le mot de Paul Valéry, qui disait « Il faut être sacrément sot ou ignorant pour prétendre pouvoir parler de tous les problèmes politiques. » Nous ne pouvons pas parler de tous les problèmes politiques. Et du reste, vous faisiez allusion à la guerre dans les Balkans, l'ex-Yougoslavie. Je me suis senti impuissant à ce moment-là, et je crois l'avoir dit. Parce qu'il y avait énormément de raisons à écouter de la part des uns et des autres. Bien, alors, je reviens à Foucault, et Foucault nous dit qu'il y a aujourd'hui un type d'intellectuel qu'il défend, c'est l'intellectuel spécifique. Autrement dit, celui qui va intervenir dans les choses de la cité, puisque c'est ça la démarche de l'intellectuel, en raison, non pas de son aura d'écrivain, de philosophe, etc., en raison de ses compétences intellectuelles. Et par conséquent, ça m'a beaucoup éclairé. Et je crois que l'intellectuel d'aujourd'hui, le vrai, c'est l'intellectuel spécifique. Alors Bourdieu, c'est pas du tout un intellectuel spécifique. Si, au départ. Parce qu'au départ, il est, sociologue, il a écrit sur la sociologie de l'Algérie, un petit que sais-je, que je trouve très remarquable. Bon, là, il ne dépasse pas ses compétences, si vous voulez. Et quand il dit « moi, je soutiens telle grève ou telle manifestation parce que je suis sociologue et que je connais la société », pas encore. Mais quand il va parler justement de la Yougoslavie, des relations internationales, où est sa compétence ? Vous comprenez ? Où est sa compétence ? Tu veux dire quelque chose ? Oui, si tu permets, Michel, puisqu'on est dedans, je vais... Ah, ça marche le truc là ? Bon, ça marche. Je vais vous lire alors, ça permettra à Michel de respirer un petit peu. Justement, un petit texte de lui sur cette époque, c'est-à-dire sur la guerre au Kosovo, sur Bourdieu et sur les intellectuels. Dimanche 11 avril. Écrit un article à la demande d'un groupe d'élèves d'un centre de formation des journalistes pour leur journal « À quoi servent les intellectuels ?» C'est le titre. Sitôt les premières frappes de l'OTAN sur la Serbie, les journaux, les radios, les chaînes de télévision nous ont fait part, sans attendre, des manifestes contradictoires de nos intellectuels, en italique. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui, passant le meilleur de son temps à faire des cours sur Platon, à écrire des romans ou à décrypter des palimpsestes, se croit tenu, en raison de sa notoriété, de donner son avis sur les événements, voire de dénoncer, d'exiger, d'accuser. L'exemple du J'accuse d'Émile Zola restant dans les esprits intellectuels comme le sermon sur la montagne dans les chœurs évangéliques. Évitons de mettre tous les intellectuels dans le même sac. Il y en a parmi eux dont les analyses peuvent être utiles. Je pense à des spécialistes de l'Europe de l'Est et balkanique, comme Pierre Asner ou Jacques Krupnik, travaillant professionnellement en géopolitologue sur les pays ex-communistes. Ils sont des consultants privilégiés. Mais les autres, le plus clair est qu'ils se sont fait une obligation à leurs propres yeux d'abord de se positionner. Ils sont ou pour ou contre l'intervention militaire de l'OTAN selon 4 figures. Contre toute intervention, contre l'intervention aérienne
mais pour l'intervention terrestre, pour l'intervention aérienne seule, et enfin, pour l'intervention aérienne comme prélude à une nécessaire intervention terrestre. Dans ces 4 cases, il convient d'inscrire son nom, avec ou sans nuance. Il est improbable que ces intellectuels éclairent d'une manière ou d'une autre l'opinion, mais l'important est d'être cité pour rester dans le club, en être ou ne pas en être. Qu'est-ce qui motive leur choix ? Dans ses récentes manifestations publiques, Pierre Bourdieu n'a cessé de vouloir démontrer que ses engagements politiques étaient fondés en scientificité. Avant d'être un militant, il est un sociologue, un expert de la société sur les misères de laquelle il veut agir. Admettons, mais sur quelle légitimité scientifique peut bien être fondé le manifeste anti-OTAN qu'il fait publier dès les premiers jours de l'engagement en Serbie ? De toute façon, la politique n'a jamais été une science. Ce texte est très intéressant, Michel. Vous avez peut-être envie de faire un commentaire sur ce texte-là. Il résume assez bien votre le commentaire, c'est bon. 20 ans plus tard, je reste toujours surpris quand précisément je regarde la télévision et je vois des invités qui n'ont aucune compétence sur tel ou tel sujet faire des déclarations péremptoires. Bon, ça m'amuse, mais je ne pense pas que ce soit ça le rôle, la fonction de l'intellectuel. Je pense que s'il y a une fonction publique du savant, de l'intellectuel, s'il y a une fonction publique, c'est d'essayer de faire comprendre et de comprendre soi-même, plutôt que de prendre immédiatement parti pour celui-ci, pour celui-là. Essayer de comprendre. Et en ce moment, guerre d'Ukraine, je veux dire que il y a des gens péremptoires, bon, dans un sens ou dans l'autre, mais il y a aussi de très beaux articles, de très belles analyses qui sont faits par des gens justement qui connaissent la Russie, l'Ukraine, et là je retrouve l'intellectuel tel qu'il me convient, moi, plutôt que de celui qui lance, c'est pas, des cris, etc. Il faut, je condamne, c'est absurde, c'est bon. Voilà. Donc, on revient à l'idée du spécifique, n'est-ce pas, de la compétence. Je peux intervenir, et même parfois, violemment cette fois, contre le système carcéral d'aujourd'hui, puisque nous parlions des prisons, qui était épouvantable. Et quand Madame Vasseur, n'est-ce pas, je crois que c'est son nom, a fait ce livre, qui était médecin des prisons, a fait ce livre de dénonciation, il y avait de la vigueur, il y avait de l'attaque, mais elle venait de quelqu'un qui connaissait parfaitement la question. Voilà, c'est ça que je reprocherais, si vous voulez, à ces intellectuels qu'on appelle les intellectuels médiatiques, que l'on fait venir sur un plateau pour parler de tous les sujets. Voilà. Oui, merci beaucoup, Michel, pour cette réponse. Alors, vous faites beaucoup de choses, on l'a dit. Vous voyagez beaucoup. Ça, je ne sais pas comment vous faites pour voyager. Vraiment, c'est extraordinaire, ça. Hein. En France, bien entendu, à l'étranger. Vous êtes allé beaucoup aux États-Unis, bien sûr, mais dans beaucoup d'autres pays. À l'occasion, qu'est-ce que vous avez tiré de ces voyages ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça, c'est une question. Mais je voudrais surtout venir à votre œuvre, parce que c'est très important, d'historien. Vous avez choisi l'histoire politique. Vous dites très bien que ce qui... Et vous n'aimez pas... Enfin, vous n'aimez pas. Vous ne pratiquez pas les archives. Voilà. Vous êtes un homme d'imprimé. Hein ? Vous êtes un homme d'imprimé, c'est ça qui vous intéresse dans l'histoire de la pensée. Hein ? Et c'est l'histoire politique, des idées politiques, et du 19e, quand même. Vous aimez le 19e, et ô combien je vous comprends. Moi aussi, tout à fait. Vous avez, pendant cette période, publié beaucoup de choses, mais 2 livres majeurs, Le siècle des intellectuels et Les voies de la liberté.
hein, tous deux publiés au Seuil avec un immense succès. Hein, immense succès. Bon, vous notez les tirages, puis vous êtes presque étonné de voir qu'on en est à 30 000, qu'on va arriver à beaucoup plus que ça. C'est incroyable. Hein, bon. Alors, comment vous avez beaucoup travaillé, ça représente... Comment est-ce que vous pouviez arriver à faire tout ça? Ça, j'avoue que ça me stupéfie. Avez-vous la lecture facile, puisqu'il s'agit beaucoup de lecture, encore une fois, s'il s'agit beaucoup d'imprimer surtout, avez-vous l'écriture facile, hein? Voilà, pour ce qui est votre œuvre, je n'ai parlé que de ça. Mais quand on verra les volumes suivants, alors on verra un peu l'autre tournant de votre vie qui est plus littéraire d'une certaine manière. Hein. Madame de Staël, Flaubert, voilà, et d'autres. Et bon, on n'en est pas encore là. Alors, les intellectuels, etc. Alors, en parlant d'archives, vous m'avez dit que je les fréquentais pas beaucoup, et là, j'ai envie de vous dire, I protest. Parce que, quand même, c'est vrai ce que vous dites, surtout pour la deuxième partie de mes travaux. Mais au début, je ne faisais qu'aller aux archives de la préfecture de police, aux archives nationales, etc., puisque j'ai commencé une thèse sur le socialisme en France à travers un parti qui s'appelait le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. Enfin bon, Allemagne. Les almanistes, oui. Et j'allais tous les jours aux archives de la préfecture de police. Quand j'ai écrit mon livre sur Esprit, les archives, c'était pas peut-être aux archives nationales, mais il y avait les archives privées et les archives conservées à la rue. C'est la correspondance du directeur. Bon, donc, je ne crois pas que j'ai manqué à mon devoir d'historien, mais enfin, c'est une petite pique comme ça que je ressens, tout simplement parce que je vais vous faire un aveu. Quand j'ai soutenu ma thèse, Michel Perrault était du jury et que elle m'a, comme ce soir, couvert de compliments, mais elle m'a dit, mais vous n'allez pas souvent aux archives. On change décidément pas beaucoup. Bon. Alors ensuite, quelle était la question, oui, au fait? Les archives, et ensuite, oui, mon œuvre d'historien. Les succès qu'ils ont eus, enfin, votre écriture. Ah oui, l'écriture, parce que oui. vous allez vite quand même. Comment je fais pour faire tout ça, oui. Oui. Alors effectivement, j'écris très vite. Alors aujourd'hui encore plus vite, puisqu'il y a le traitement de texte. Et je fais, depuis 20 ans, directement mes textes au traitement de texte. Mais j'imprime ce que je considère comme un brouillon, et toutes les corrections, je les fais à la plume. Vous voyez, je garde le souci du stylo, de la plume, de l'écriture manuelle, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération de l'écriture chez moi par le numérique, hein, ça c'est évident. Par exemple, j'écris beaucoup pour l'histoire, beaucoup de comptes rendus, etc. Je les fais directement, toc, et auparavant, avec la vieille Remington ou Olivetti, il fallait recommencer, on ne pouvait pas envoyer ces articles. Et en plus, on les envoie désormais par la toile. Alors qu'avant, il fallait mettre un timbre sur une enveloppe, l'envoyer, ça ralentissait terriblement. Donc, je vous réponds par le phénomène d'accélération. Mais c'est vrai, j'ai un gros défaut qui, comme tous les défauts réversibles, je ne dis pas en qualité, mais en choses positives, c'est que je suis impatient. Je suis très impatient.
Et quand je lis un livre, il faut que je le lise vite, que aller au bout. Quand j'écris, c'est pareil. Et cette impatience, je crois, fait partie un peu de l'explication. Il faut aller vite. Peut-être aussi que j'ai beaucoup plus l'esprit de synthèse que l'esprit d'analyse. L'esprit de synthèse, c'est-à-dire de détail. J'aime pas trop entrer dans les détails. Pas trop. Sauf quand ils sont signifiants, évidemment. Et que j'aime bien voir les choses comme ça, d'en haut, d'un coup. Ça explique aussi la rapidité. Parce que si j'étais, comme certains amis et collègues, véritablement soucieux d'épuiser complètement la richesse des archives, j'y reviens. À ce moment-là, ils tardent beaucoup, évidemment, à écrire. Quand ils ont souci de tenir en compte les détails, évidemment, ça ralentit. Tout cela, je ne sais pas comment, au fond, l'expliquer. Hein. J'étais en bonne santé, je crois. Voilà, c'est une explication. J'étais, dans ma jeunesse, assez sportif, tout ça. Je courais vite. Voilà, j'étais impatient d'arriver le premier à la course. Voilà, c'est un peu ça, mon tempérament. Mais je n'ai pas beaucoup d'explications, vous savez. Alors, c'est vrai qu'en relisant, je dis, mais c'est encore tout ce que je pouvais faire. Et surtout, j'avais l'impression d'avoir la bougeotte. J'étais toujours en Argentine, en Turquie, aux États-Unis, en Russie. Vous savez, c'est un grand avantage, vous le savez, Michel, pour les universitaires. Nous ne sommes pas bien payés, mais nous avons le privilège d'être invités dans des colloques, symposiums, trucs, machin, et on n'a pas à payer l'avion. Ça explique aussi pourquoi je voyage beaucoup. S'il a fallu que je paye tous les avions, j'aurais moins voyagé. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Évidemment, sortir de l'Hexagone, connaître les autres peuples, les civilisations, les rapports des gens avec la vie, l'histoire, la culture. C'était une formation continue, permanente. Ça, c'était magnifique. Et les débats avec les collègues étrangers, très enrichissants. Je donne un exemple, je ne sais plus si c'est dans ces années-là. Il y avait un colloque à Dublin sur l'extrême droite, avec des Anglais, des Américains, des Français, des Italiens, etc. L'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'extrême droite ? C'est pas du tout un concept politique. Vous cherchez la définition, ça n'existe pas. C'est une tendance, n'est-ce pas ? Eh bien, en échangeant avec les autres, j'ai tenté de définir justement l'extrême droite. Mais je me suis aperçu, au passage, à quel point, disons, entre les Anglais ou les Anglo-Saxons et les Français, on n'avait pas la même notion. Pour eux, ils confondaient, ils appelaient fascisme toute l'extrême droite. Et nous leur disions, mais non, mais attention, l'extrême droite, ça commence avec la contre-révolution en 1789, c'est pas du fascisme, c'est autre chose. Enfin, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Et de même aux États-Unis, on pouvait voir les notions, les concepts, les notions que nous utilisions, et s'apercevoir que selon les pays, nous n'avons pas le même langage, nous n'avons pas les mêmes définitions. C'est très enrichissant. Voilà. Donc, voyager, oui, ça a été formidable. Enseigner, formidable pour moi. Et tout ça se tenait. Au fond, s'il y a une unité dans toutes ces choses, dans toutes ces expériences, c'est évidemment mon goût de l'histoire, mon goût de la littérature. C'est ces deux choses-là. Et quand je le peux, établir des passerelles entre l'histoire et la littérature. Oui, votre vitalité dans ce journal est éclatante, ça il faut bien le dire. Je dirais même
presque épuisant pour les gens qui ne pourraient pas en faire autant. Un autre fil, vous êtes en même temps un témoin. Hein, dans ce livre, vous êtes un témoin notamment des idées politiques et de la situation politique, qui est la chose qui peut-être vous intéresse le plus au monde, hein, véritablement. Et il y a des quantités de fils, mais il y en a deux en particulier. Il y a d'une part l'évolution de la gauche. Hein. Vous n'êtes pas un militant, vous êtes engagé quand il faut, mais vous avez des convictions. Vous n'aimez pas du tout, vous avez aimé Mitterrand au début, mais le mitterrandisme, pas du tout. Vous avez des pages extrêmement dures à cet égard, notamment au début du livre, au moment de la mort de Mitterrand et des turiféraires qui sont autour de la mort de Mitterrand. Et puis, vous êtes en même temps un homme de gauche anxieux. Hein. Rocard vous plairait bien. Enfin, c'est un peu la nouvelle gauche que vous aimeriez de ce côté, mais vous trouvez que tout ça est compliqué. Donc, c'est très intéressant parce que on voit aussi un témoignage sur l'évolution de la gauche qui se cherche à cette époque. Et puis, évidemment, la deuxième diagonale, c'est l'évolution, la montée de la droite. La montée de l'extrême droite, c'est vraiment deux choses importantes. Je crois que vous vouliez lire un texte à ce sujet, Thierry, ou pas? À propos de je ne sais pas si c'est celui-là auquel vous pensez, Michel, mais justement, je venais de trouver quelque chose. Mais ça va peut-être nous ramener à une autre période. Mais ça lie bien la question de la littérature et la question de l'histoire. Et c'est... Alors non, c'est pas ça. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est une toute petite chose d'ailleurs. Ah oui, c'est le séminaire. D'abord, c'est un beau passage parce que c'est un passage qui plonge dans le séminaire, dans le travail de recherche. À notre séminaire consacré aujourd'hui à Maurras, j'émets l'hypothèse suivante, que le fondateur de l'Action française n'a été qu'un littérateur. Hyper politique, envahi par la politique, il ne passe jamais à l'acte. Voir sa journée du 6 février, son plaisir est de plumes, de papier imprimé. Il mime la politique avec des mots, il tue avec des phrases, il reconstruit le monde derrière un bureau. Ce qui explique l'impatience de ces cadets qui, attendant toujours le coup de force annoncé, découvrent que la meilleure des positions pour Maurras est d'être installé dans une opposition aussi violente que confortable. L'événement lui force la main. C'est 1940. Mais la divine surprise que Pétain représente est aussi sa condamnation, comme s'il avait pressenti, avant la défaite, que ses idées et sa réputation étaient d'autant plus attirantes qu'elles restaient inemployées par un pouvoir politique. Devenue quasi officielle, la pensée de Maurras vole en éclats. Et Maurras lui-même est promu au tribunal. Oui, ça nous déporte un petit peu, mais on a bien les deux fils là. Hein. Ouais. Le littéraire et le politique. Effectivement, Maurras a quand même une influence considérable qu'on n'imagine pas aujourd'hui, parce que son journal L'Action française dépassait de très loin les militants, les adhérents de l'Action française. Et je dirais que même à gauche, on lisait l'Action française, ne serait-ce que pour voir ce qu'on y disait, mais aussi parce que certaines analyses de Maurras pouvaient être pertinentes. Donc une influence vraiment considérable. Mais c'était, je le crois, avant tout, un littérateur. Et que ce qui lui plaisait, c'était de faire des mots, des phrases, d'assassiner, avec des mots. Je pense évidemment à son article fameux sur Léon Blum, qu'il fallait tuer dans le dos. Bon, ce qu'il ne faisait pas lui-même, évidemment. Ça lui a valu quelques jours de prison, du reste, au passage. Donc, quand je dis c'est un littérateur, mais politisé à l'extrême. Je veux dire que la politique était devenue la matière de son œuvre, vous voyez. Mais il la traitait en écrivain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Et alors, la journée du 6 février 1934 est tout à fait extraordinaire, parce que c'est l'Action française avec d'autres ligues, mais surtout l'Action française qui, depuis un mois, lançait des attaques, et finalement l'attaque du Palais Bourbon. Et que fait-il, lui? Il reste dans son bureau toute la nuit à écrire un poème à la gloire de la femme de Léon Daudet. Ah, comme chef politique, c'est comme on fait mieux. Oui, c'était... J'ai oublié du coup... Oui, il y a les fils politiques très importants dans votre témoignage, à la fois sur l'évolution de la gauche, et puis sur la montée de l'extrême droite. Alors, quand on relit ça aujourd'hui, on se dit que, comme je le disais au début, vous êtes un témoin lucide. Hein. Il y a des choses que vous sentez, que vous voyez, que vous analysez, et de ce point de vue-là, c'est un témoignage formidable. Peut-être vous avez envie de vous commenter vous-même, là. D'abord, à propos de Mitterrand, ça m'a frappé en lisant ce que j'écrivais à ce moment-là, qui était quand même très sévère. En 95, 96, ces dernières années, là, surtout avec le livre de Péan sur les aveux du pétainisme, inavoué, Mitterrand, donc j'étais très monté contre lui. Et du reste, c'est un homme qui mentait très bien, mais je crois qu'il se mentait à lui-même. Par exemple, lorsque Gisbert a fait sa biographie de Mitterrand, il est allé le voir, il l'a interrogé, et dans son livre, il nous raconte que pendant les grandes journées du Front populaire, Mitterrand était du côté des intellectuels de gauche, qu'il applaudissait Léon Blum, etc. Or, c'est exactement le contraire. Il était de droite, mais Mitterrand lui-même racontait ça. Vous voyez? Alors, ce côté-là, je ne l'aimais pas. Se mentir à soi-même est courant. J'y faisais allusion tout à l'heure à propos des autobiographies. Une anecdote. Je vais un jour à la Cinémathèque avec un ami voir Espoir de Malraux. Donc la grande période, la guerre d'Espagne, etc. Et nous étions avec la mère de mon ami. Et à la sortie, elle me dit en enthousiasme, « Michel, vous ne pouvez pas savoir, comme Mitterrand, Michel, vous ne pouvez pas savoir les manifs de gauche, le Front populaire, etc. » Oui, mais en fait, à ce moment-là, elle était l'épouse d'un fasciste, un vrai fasciste, et qu'elle-même partageait ses idées. Or, je me suis dit qu'elle le croit elle-même. Elle le croit. Elle a reconstruit son passé. Parce que, après la guerre, elle a épousé un progressiste, proche du Parti communiste, etc. Elle est devenue très à gauche, et je crois qu'elle a, refait son passé. Et Mitterrand l'a fait aussi. Il a reconstruit son passé. Parfois en mentant sciemment, et parfois, j'en suis peu près sûr, sans mentir, en y croyant lui-même. Donc, j'étais sévère avec Mitterrand dans ses notes. Et puis, il se trouve que, 20 ans plus tard, j'ai écrit une biographie de Mitterrand. Et j'ai moi-même constaté, et on me l'a dit, qu'il y avait un écart entre la sévérité de mon journal et le journal. Oui, parce que, et le journal, et la biographie, c'est vrai, mais c'est aussi parce que, avec les années, on prend de la distance et on essaye de faire le point globalement. C'est pas le cas du journal. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'archive de l'évanescent, du fugitif, ce qu'on a pensé ce jour-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on pensera toujours la même chose. C'est l'intérêt aussi du journal, que l'évolution précisément de la pensée. Alors, moi personnellement, sur le plan politique, j'ai beaucoup reproché à Mitterrand de ne pas avoir fait la grande révolution intellectuelle
théorique que Rocard demandait, le Big Bang, comme il disait, n'est-ce pas, c'est-à-dire de faire véritablement en France un grand parti social-démocrate. Et cela, Mitterrand s'en fichait complètement. Il l'a dit, je suis socialiste, je resterai socialiste jusqu'au bout, mais en fait, il était socialiste. C'était quand même le moment, sous Mitterrand, où on a vu l'essor de la banque, de l'argent, etc. Socialisme que je trouvais assez, quand même, mitigé, limité. Bon, voilà. Mais l'écart entre, n'est-ce pas, les réactions que l'on a à l'instant, et puis l'historien qui arrive 20 ans, 30 ans plus tard, et qui prend en compte, non pas seulement ce par quoi il a été agacé à ce moment-là, mais aussi ce que Mitterrand avait comme qualité, comme réussite, et il y en a, et il fallait les voir, ne pas se laisser aveugler par conséquent par tous les sujets d'irritation que j'avais pu avoir. Alors quant à la montée de l'extrême droite, ça c'est l'horreur, quoi. C'est pour moi l'horreur. J'avais travaillé un peu par hasard du reste sur l'antisémitisme. À Esprit, où j'écrivais des comptes rendus, je suis tombé sur un livre de Pierre Pirard, qui était un historien catholique de la Catho, du reste, sur les rapports entre les juifs et chrétiens. Je ne sais plus le titre exactement. Ça doit être quelque chose comme ça. Et j'ai découvert, mais vraiment découvert, c'était en 1970 à peu près, ce qu'était l'antisémitisme. Je ne pensais pas du tout que c'était aussi répandu, aussi fort, et à quel point l'Église catholique avait des responsabilités. Donc, plutôt que de faire un compte-rendu du livre en 2 feuillets, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais trouver, y compris l'œuvre de Drummond, son journal, La Libre Parole, et bien d'autres encore. Et comment l'antisémitisme pouvait faire l'objet d'une histoire. Et ça donnera plus tard pour moi La France et les Juifs, que je publierai quelques années après, 2002. Donc j'avais cette connaissance lorsque j'ai vu, au milieu des années 80, naître, se développer le Front National, avec des journaux que je lisais, et qui, malgré la loi, l'interdiction de l'antisémitisme, je retrouvais, n'est-ce pas, dans ces journaux, Rivarol, Présent, etc., un antisémitisme larvé, détourné, mais authentique. Et donc j'étais, si vous voulez, préparé un peu à cela, par cet aspect des choses. Et puis, naturellement, j'ai suivi cette progression de près pour en arriver à la fin de ce volume, en 2002, où Le Pen arrive au 2e tour de l'élection. J'étais en Angleterre, j'étais parti en Angleterre juste après, entre les 2 tours, mais la presse anglaise disait c'est le fascisme qui arrive en France. Le mot, ça fait allusion au colloque de Dublin, oui, pour eux, c'est le fascisme. Il arrive en France. Du calme, du calme. Je leur disais aux Anglais, non, écoutez, bon, vous allez voir le 2e tour, le 2e tour, il va se faire balancer. Et de fait, le grand contentement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le Front républicain. Je ne sais pas si à ce moment-là on disait Front républicain, parce que le Front républicain, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la peine de faire un cours, mais c'est né en 1956, et ça c'était pas tout à fait ça. Mais enfin, peu importe. Disons la défense républicaine. Ça, c'est l'historique, la défense républicaine. Effectivement, il a eu même pas 20% des voix. Alors qu'aujourd'hui, Marine Le Pen arrive à plus de 40%. C'est quelque chose de terrible. Et en même temps, c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment elle a su, par la dédiabolisation, se rendre sympathique à des millions de Français. Il faut voir sa popularité
dans les rues du Pas-de-Calais, de certaines villes du Pas-de-Calais. Mais j'ai vu des images, surtout Pas-de-Calais m'intéresse, c'est le pays de mon père. J'étais assez honteux que ce soit le département Front National par excellence, Rassemblement National. Et donc, on l'appelle Marine, et on veut faire des selfies, etc. Elle est aimée, et pas seulement redoutée. Ce qui reste de la défense républicaine, comme on disait dans les beaux jours de l'affaire Dreyfus, ça n'existe plus. Enfin, ça existe à l'état très très limité. Quand on pense qu'on a appris ça récemment, 25% des électeurs du NUPES, de la NUPES, ont voté au deuxième tour, quand il n'y avait plus de candidats eux, pour le Rassemblement National. Non, je ne sais plus dans quel pays je me trouve, là. Dans quelle histoire je me trouve. Alors évidemment, elle a gommé tout ce qu'il pouvait y avoir chez son père d'horrifiant. L'antisémitisme, le racisme, etc. Mais le fond, quand même, à mes yeux en tout cas, reste le même. Je crois que c'est une période terrible que nous vivons. Bon. Et en même temps, il ne faut pas simplement s'indigner. Il faut encore une fois comprendre. Parce qu'il y a des responsabilités de tous les côtés, et de la gauche en particulier. Pourquoi tant d'anciens électeurs communistes et socialistes votent pour le Rassemblement National? Et il doit bien y avoir des raisons. Bon voilà, donc c'est, encore une fois, je reviens au rôle de l'intellectuel, comprendre plus que s'indigner. Oui, Michel, oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Et ce journal en porte témoignage. On ne va pas parler de tout, je pense que le temps a passé, peut-être le public a envie de poser des questions. J'ajouterais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, le quotidien en France, hein, avec des choses que, bon, vous n'aimez pas tout, enfin vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de grèves, par exemple. Hein. Vous trouvez que la France est quand même le pays où il y a des grèves tout le temps, on n'arrive pas à s'organiser, enfin vous en parlez quand même beaucoup. Alors, donc beaucoup de choses sur le social, c'est un très intéressant témoignage sur le quotidien du social, avec des adhésions et puis aussi des réticences, et puis enfin c'est un journal. Mais ce qui m'a frappé aussi, vous parlez très peu du climat, de tout ce qui est maintenant... oui, de la météo bien sûr. Mais ça, on se dit que vous, et puis ma génération encore plus âgée, c'est quelque chose dont on ne prenait pas vraiment conscience dans ces années-là. De ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est tout à fait vrai. J'ai quand même été alerté sur le problème écologique. Je me souviens très bien de l'année 1969, donc c'était bien antérieur. J'avais lu un article dans un magazine américain, j'allais à New York, et dans l'avion, j'avais lu un article qui portait surtout sur la mer, les fonds marins, n'est-ce pas, et la détérioration, par conséquent, la pollution. Bon, c'est indiscutable que j'étais au courant. Mais pourquoi je n'en parle pas? Bon, alors on arrête en 2002, là, donc il n'y a pas eu encore les grands mouvements. Il y avait René Dumont qui nous avait alertés comme candidat, n'est-ce pas, l'agronome René Dumont, qui avait été candidat à l'élection présidentielle et qui nous avait déjà alertés là-dessus. Mais je vais vous faire un aveu. Pour moi, c'était un peu embêtant. Oui, absolument. Je dis ça au sens de... pas un souci de ces années-là. Ennuyeux. Oui. Vous voyez, c'est un devoir, c'est un impératif. Et en même temps, oui, parce que ça, c'est mon côté, je dirais, non scientifique. Car si j'étais vraiment... si j'avais une culture scientifique, je crois que je ne serais pas aussi bête que... Non, mais c'est vrai. Vous n'éprouvez pas ça. C'est quand même un peu idiot de s'intéresser davantage
aux polémiques politiques que de s'intéresser peut-être à la menace la plus grande qui pèse sur nous, je reconnais. Mais encore, disons qu'en 2002, c'était encore pour moi quelque chose de très dangereux, une grande menace, mais j'en étais pas encore... j'avais pas encore la conscience, disons-le, hein, la conscience vraiment politique du problème. Oui, oui. Mais de ce point de vue-là, absolument, vous avez complètement raison, mais c'est un témoignage aussi à la fois de ce qu'on sentait et de ce qu'on ne sentait pas. Et voilà. Oui. Et c'est ça l'intérêt d'un journal quotidien. Oui, oui. Vous auriez fait des mémoires, peut-être que vous en auriez parlé. Exactement. Tandis que là, on retrouve dans votre journal le allaitement du quotidien avec ses sensibilités, etc. Et je suggérais, pour laisser quand même, qu'on lise peut-être le dernier paragraphe, parce que je le trouve formidable, l'adieu au siècle. Oui, oui, très bien. Bonne idée. Ça marche, ça? Bon. Non, oui. Alors, oui, je ne sais pas s'il faut parler comme Barthes, je suis sensible à ce autour de quoi tourner la conversation. C'est le grain d'une époque, le grain d'un temps, le grain d'un moment. Et là, justement, alors ça on le sent, c'est tout à fait particulier. C'est le dernier paragraphe du texte. On est le jeudi 26 décembre 2002. Tout le monde s'attend à la guerre en Irak. Pourtant, rien n'est encore prouvé quant à la détention par Saddam Hussein d'armes prohibées. Mais les Américains veulent la guerre. Pour le pétrole, dit-on ici et là. Je ne crois pas qu'il s'agisse de la cause principale de cette guerre éventuelle. La raison est que Bush veut frapper une cible visible pour venger le 11 septembre et démontrer la puissance américaine. Frapper les terroristes est un travail long, ingrat, au coup par coup. Chasser Saddam Hussein, le despote, même s'il n'a rien à voir avec Al-Qaïda, c'est autrement valorisant. La crise au Venezuela, la guerre annoncée en Irak, la morosité des affaires, la chute de la bourse, la reprise du chômage. Une fin d'année grise, comme un ciel abusivement privé de soleil depuis je ne sais quand. Mais nous voilà de plein pied dans le XXIe siècle. En 91, quand la guerre froide a cessé définitivement, on a cru au jour meilleur. L'effondrement des tours de Manhattan, le 11 septembre 2001, nous a définitivement désillusionnés. En France, l'arrivée cette année d'une nationale populiste, Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, a chargé notre horizon de noirs nuages. Quel nouveau siècle préparons-nous? Je trouve ce texte formidable. Très bien. Eh bien, écoutez, avant peut-être de clore cette soirée, s'il y a des questions, si vous voulez en profiter à poser une question à Michel Perrault ou à l'un des deux Michel, ou à Michel Vinocq. Voilà. Je ne sais pas s'il y a de quoi vous passer un... Mais on entend très bien si vous parlez nettement. Il y a un micro. Il y a un micro dans la salle? Eh bien voilà. On voit rien. Ah oui, on voit rien du tout. Alors, Rien. donc, Strictement rien. ouais. Donc, je ne pourrais pas indiquer si quelqu'un a envie de parler. Oui. Allez-y. Oui. À propos de Charles Maurras, ce qui s'entend, c'est mot, race. Oui. Notre lacanien, là, oui, ça, je le reconnais bien. Oui, oui. Ah ben oui, oui. Oh là, et puis de quelqu'un qui s'y connaît. Oui, oui, Guy, je t'ai reconnu. Je te vois pas, mais je t'ai entendu. Le Maurras, oui. Il n'y a pas d'équivalent de Maurras aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui? Oui. Zemmour, c'est quand même... c'est un Maurras... Ouais, enfin, quoique lui, il est engagé, donc c'est autre chose. C'est pas un littérateur, c'est Zemmour. Lui, oui, il va sur le terrain, oui. Ouais, c'est autre chose. Non, il n'y a rien d'équivalent. Oh, alors on boucle là? On arrête? Une question. Oui, je vous en prie. Allez-y. J'ai peut-être pas besoin de micro.
Madame Perrault, vous avez parlé tout à fait au début de l'intervention. On entend rien. Tout à fait au début de l'intervention, Madame Perrault avait parlé éventuellement que vous reviendriez sur votre goût de la lecture des journaux intimes, des lettres, etc. Bon, et qu'est-ce que ça nous apprend en fin de compte de nous-mêmes, ce goût que l'on a pour les journaux intimes notamment, ou les mémoires, ou les lettres. Alors, vous m'avez pas entendu? Oui, Michel n'a pas entendu. La question est sur les journaux intimes. Pourquoi tu les lis et qu'est-ce que ça apprend sur nous-mêmes? Qu'est-ce que ça dit sur nous, ce rapport aux journaux? Parce qu'on n'est pas le seul à aimer les journaux intimes. Et moi, le premier. Et c'est pour ça que ce journal existe. C'est parce que j'ai été te chercher. Généralement, ce sont des textes d'écrivains. Donc, je vais y chercher de la littérature, c'est-à-dire une écriture, des descriptions, des analyses. Je crois que par le journal, j'arrive sans doute à mieux comprendre le journal de Gide, de Julien Green, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a un journal que j'ai trouvé absolument, pour moi, plus enrichissant que tous, c'est le journal de Martin Dugard, 3 volumes. Ce journal est magnifique parce qu'il n'a pas été publié de son vivant, alors que moi je suis en train de le faire. Et que, je l'ai dit tout à l'heure, parfois il faut quand même gommer quelques aspérités vis-à-vis des gens vivants. Lui, il avait laissé ce journal avec une clause de publication 20 ans après sa mort. Et effectivement, c'est volcanique. Et en particulier, sur les aspects familiaux, son conflit avec sa fille, son conflit avec sa femme, tout cela est écrit avec impudeur, je dirais, parce qu'il savait que personne ne le lirait de son vivant. Et ce journal de Martin Dugard a été précieux pour moi, à tous égards, aussi bien sur le plan psychologique, le comprendre, un conflit conjugal, qu'est-ce que c'est? Un conflit avec un de ses enfants, sur le plan politique, très intéressant également. Il a le prix Nobel en 1937, il revient de Suède, il traverse l'Europe, l'Allemagne, et il y a des descriptions de l'Allemagne dans ces années hitlériennes remarquables. Bref, dans un journal, il y a de tout. Dans des bons journaux comme cela, soit des aspects littéraires, des aspects psychologiques, des aspects historiques, politiques. Et puis, l'avantage d'un tel livre, c'est qu'au fond, on peut le lire un peu, le laisser, le reprendre. L'intrigue n'est pas très ferme, donc on peut picorer aussi, on peut commencer par la fin. Enfin bref, c'est un livre particulier, assez différent de ces ouvrages littéraires qui s'appellent, encore une fois, mémoire, autobiographie, etc. C'est le principe de plaisir, voilà. C'est la principale. Je lis ces journaux parce que ça me plaît, j'apprends beaucoup de choses, beaucoup plus qu'un simple roman. Je ne parle pas de tous les romans, mais pour les écrivains comme eux, comme lui, Martin Dugard, Gide aussi, c'est quand même extraordinaire son journal. Et puis, combien d'autres? Léoto, le journal littéraire de Léoto. Si vous voulez faire de l'histoire de la littérature française au XXe siècle, vous êtes obligé de lire ce journal de Léoto qui est extraordinaire de précision, de drôlerie. De méchanceté. Et d'une férocité parfois. C'est jubilant. Voilà, donc
Donc je ne sais pas si je vous ai répondu, mais le principal pour moi, c'est ça, c'est le plaisir. Je ne me dis pas, avant d'ouvrir un journal, qu'est-ce que je cherche? Non, parfois ça me tombe des mains. Certains journaux dont je ne dirais pas les auteurs, c'est vrai que c'est... Merci. Je n'ai plus qu'à remercier Michel Perrault et Michel Vinocq de cette soirée. Puis remercier la Maison de la Poésie pour nous accueillir dans ce lieu si merveilleusement intime et agréable où on est comme chez soi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, on va se retrouver après pour boire un verre et signer quelques livres. C'est très agréable, la sortie, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut.